Rebonjour tout le monde, en personne et en virtuel. Donc, je suis ici pour vous présenter Monsieur Louis-Jean Calvé, notre conférencier de la journée. En fait, je n'ai pas besoin de présenter Monsieur Calvé, il est mondialement connu. Je ne sais pas si vous vous souvenez certainement, mais du moins je vous l'ai rappelé hier, Monsieur Calvé, ça fait 40 ans que j'ai soutenu ma thèse de doctorat avec vous à l'Université de la Sorbonne. Monsieur Louis-Jean Calvé a été professeur justement à la Sorbonne. Il est détenteur de 2 doctorats, un doctorat de 3e cycle et un doctorat d'État. Et il a été professeur à l'Université de la Sorbonne avant d'aller à l'Université d'Aix-Marseille. Il a également assumé la responsabilité de président du Centre d'études et de recherche en planification linguistique de 1985 à 1998. Il a été nommé expert du gouvernement français pour les problèmes d'aménagement linguistique auprès de l'Agence de coopération culturelle et technique de 1988 à 1995. Ensuite, il a été expert de l'Agence intergouvernementale de la francophonie. En 2014, il est nommé membre de la commission de proposition sur les langues de France, mise en place par Madame Filippetti, ministre de la Culture. Outre ses grandes responsabilités, il est l'auteur d'une 50aine d'ouvrages sur la linguistique et sur la chanson francophone, traduits dans plusieurs langues. Il est en plus, et ça il nous l'a dit hier, il a dirigé plus de 95 thèses de doctorat. C'est énorme. Son livre « La Méditerranée mère de nos langues » a obtenu le prix Ptolémée du Festival international de géographie en 2006 et le prix Georges Dumézil de l'Académie française 2017. Il a récemment publié ses mémoires aux éditions Lambert-Lucas, qui ont été sorties très récemment, en 2022. Oui. Alors, l'intérêt de M. Calvé pour la Chine, pour la langue chinoise et l'enseignement du français dans les universités chinoises date de bien longtemps. Et aujourd'hui, sa conférence portera sur le Ti et le Yong, quelques données sur l'idéologie, la géopolitique et la politique linguistique dans l'enseignement des langues en Chine. Merci, M. Calvé. À vous la parole. Bien, bonjour. Après cette rubrique nécrologique, je vais essayer de faire ma conférence. Je dois dire que quand j'ai reçu de Samira une invitation il y a plus de 2 ans et demi, et que j'ai vu le titre de ce colloque, je me suis senti un peu comme un fantassin invité au bal de la Générale, ou comme un soldat invité à la table du gouverneur général au Canada. C'est-à-dire que venant de l'autre côté de l'Atlantique, je ne connais pas grand-chose, pour ne pas dire rien, sur l'expérience sino-canadienne en enseignement et en recherche. Je suis vraiment une pièce rapportée là-dedans. Et les thèmes proposés dans l'appel à communication, que beaucoup de vous ont regardé, je suppose, étaient nombreux. Il y avait 8 axes et une trentaine de sous-axes allant de la linguistique au commerce international, de la traductologie au rapport Canada francophone-Chine, en passant par les sciences de l'éducation, l'art, la littérature. Et encore une fois, je me sentais comme un fantassin invité au bal de la Générale. J'ai donc choisi de ne pas aller plus loin que le premier thème du colloque, la linguistique, et le premier sous-thème, l'aménagement et les politiques linguistiques, en y ajoutant un peu de ma sauce personnelle, non pas la sauce brune que l'on met dans le top niveau de la gastronomie québécoise, la poutine, mais un peu de politologie et d'idéologie. Quant à la fin du thème de ce colloque, l'horizon 2030, je dirais, en citant le grand penseur Woody Allen, qu'il est très difficile de faire des prévisions, surtout quand il s'agit de l'avenir, et que donc je m'abstiendrai de parler de ce qui peut se passer en allant de plus en plus près des années 2030. En revanche, je connais un peu la Chine. J'y vais régulièrement depuis 35 ou 37 ans,
et je travaille depuis beaucoup plus longtemps sur les politiques linguistiques, d'où mon titre et mon sous-titre. Alors, là, ça marche comment? Comme ça. Dans une thèse soutenue à Pékin en 2010, oui, une chinoise, une chercheuse chinoise, s'appelle Tai Tongmei, a proposé un travail sur la francophonie en Chine, enfin son titre s'affiche, 1850-2000, et elle expliquait entre autres choses qu'entre 1953 et 64, l'enseignement du russe était devenu prépondérant en Chine pour des raisons, bien entendu, politiques. Cette langue était favorisée parce que langue de l'URSS, un État socialiste, un État ami de la Chine aussi, tandis que la plupart des langues étrangères étaient considérées comme des langues de l'impérialisme. Et nous sommes ici confrontés à une politique et une planification linguistique de type impérative. Je veux dire que j'ai tendance à distinguer entre politique linguistique impérative et politique linguistique incitative. La première impose des choses, la seconde conseille des choses, propose des directions, etc. Par exemple, les enseignes monolingues anglaises sont interdites au Québec. C'est une politique linguistique impérative. Mais on peut conseiller de ne pas utiliser des emprunts à des langues étrangères, conseiller de ne pas utiliser, et c'est une politique linguistique incitative. Pour ce qui nous concerne, l'État chinois décidait de la langue que les jeunes Chinois devaient apprendre, un peu comme en Turquie dans les années 20-30, 1920-1930, au siècle dernier, Mustafa Kemal avait décidé du lexique, du système d'écriture du turc moderne, par opposition au turc ottoman qui s'écrivait par exemple en caractère arabe. On était passé au caractère latin. Si le russe était enseigné en Chine, c'était donc pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons pratiques, les échanges économiques. Les échanges économiques entre Pékin et Moscou, par exemple, et c'est également pour des raisons idéologiques que l'enseignement des langues occidentales était suspendu. Je parle toujours des années que couvre la thèse que j'ai évoquée là. De la même façon, en France, on a eu jusqu'à la fin du communisme en URSS un enseignement du russe dans différentes municipalités. Mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est dans quelles municipalités. Et il s'agissait essentiellement des municipalités dans lesquelles la majorité politique était du Parti communiste. Et donc une partie des électeurs étaient parents d'élèves, et les parents d'élèves qui étaient communistes souhaitaient que leurs enfants apprennent le russe. C'est-à-dire que vous avez ici un rapport entre l'offre et la demande. La demande, c'est celle des parents, parce que les enfants, quand ils arrivent au début du collège, choisissent rarement eux-mêmes la langue qu'ils vont apprendre. Donc c'est les parents qui avaient une demande. Et en réponse à ça, les instances locales de l'éducation nationale répondaient à cette demande par une offre. On vous offre, à côté de l'anglais, par exemple, le russe. Après la rupture, je reviens en Chine, là, des relations sino-soviétiques au début des années 1960, on va voir le russe se dévaluer idéologiquement et le français, je vais en venir aussi à l'anglais tout à l'heure, et le français lentement réapparaître dans l'enseignement, puis beaucoup plus tard, à partir de 1989, on va voir réouvrir toutes les alliances françaises qu'il y avait en Chine et qui étaient fermées depuis 1953. Elles vont ouvrir leurs portes. Et c'est cette séquence qui est narrée dans la thèse de Tai Tongmei, que j'ai tout à l'heure évoquée, du point de vue de la francophonie, elle concerne plus généralement l'enseignement des langues étrangères en Chine. À partir du moment où le russe est lentement expulsé de sa place de seule langue enseignée, seule langue étrangère enseignée, on va voir remonter d'autres langues étrangères, essentiellement l'anglais, bien entendu, mais aussi des langues de voisinage, le coréen, le javanais ou le malais, et puis le français. Comme le français, l'anglais cessera d'être enseigné en Chine donc depuis 1950, puis revient en force dans les années 60,
Et il prend aujourd'hui une place première, prépondérante dans l'enseignement. Et nous avons là donc un exemple parmi d'autres de politique linguistique dans l'éducation nationale, qui montre, une fois de plus, quelque chose d'important pour moi, c'est que derrière une politique linguistique, il y a toujours une politique au sens large du terme. Au fond, l'enseignement des langues sert une géopolitique et parfois une géoéconomie. C'est-à-dire que plus, derrière le choix d'enseigner le russe et de ne plus enseigner l'anglais et le français au début des années 50, il y avait le refus d'un certain monde dit impérialiste et la main tendue vers un pays ami dont la langue était le russe, et que lorsqu'on revient sur cette politique-là, eh ben, on change le point de vue politique. Le linguiste chinois Cao Yihong a publié en 2009 un article sur l'enseignement des langues étrangères dans son pays, et il rappelle que dans les rapports entre la Chine et l'Occident, le problème de la défense de l'identité et de la culture chinoise a toujours été présent. Donc vous avez les références de l'article, il est en anglais, il est facile à trouver. Donc le problème de l'identité du pays, de la Chine, était central, et il résonne, lui, en termes de bourdieusien, enfin du sociologue Pierre Bourdieu, et il explique que au moment de la guerre de l'opium, 1840-1842, alors que la Chine était juste là, considérée comme le centre, enfin se considérait comme le centre du monde, vous savez, il y a des Chinois dans la salle, Zhongguo, ça veut dire le pays du milieu. La Chine, ça se dit pays du milieu, on peut dire géographique, du milieu raisonnable, enfin, on peut interpréter de différentes façons. Mais la Chine se sentait au centre de beaucoup de choses, et elle avait une vision confucéenne de la langue, de l'apprentissage de la langue, qui était liée à la gestion de l'empire et à la préparation des concours impériaux. La langue chinoise était au centre de ça. Donc, c'était une vision, j'ai dit confucéenne, dans laquelle les langues étrangères étaient absentes. Et obligé, à un certain moment, milieu 19e ou fin 19e, obligé de former certains de ses ressortissants, de ses concitoyens à l'anglais, de les envoyer étudier à l'étranger, la dynastie Qing, mais à la fin, elle était finissante, cette dynastie, et un peu désemparée par rapport à ce problème de la langue. On était dans un univers où le chinois était la seule langue considérée comme importante en Chine. Eh bien, ils ont commencé à théoriser cette pratique avec une formule, ça je viens de le dire, que je vous affiche là. Alors, le 4e et le 8e caractère, là-dessus, c'est dans le sous-titre de mon titre, c'est Ti et Yong. Je vous traduis, alors, Shui, c'est l'éducation, Chong, c'est le centre, éducation chinoise, disons, Wei, pour le Ti, je vais revenir sur Ti, et éducation occidentale pour le Yong. J'ai traduit dessous, Ti, principe, essence, identité, je ne sais pas, vous pourriez peut-être, les cynisants dans la salle, oui, je sais, on me montre bien aussi une deuxième là-bas, comment vous traduiriez Ti? Selon, Ti, le sens propre de Ti, ça peut être le corps. Oui. Yong, c'est la pratique. Oui, oui, pratique, oui, oui, utile, quoi. Oui, utile, oui. Pouillon, c'est pas la peine, quoi. D'accord, oui. Oui. Et le ti, c'est dans Nishan Tirhama, c'est le ti qui est là aussi. C'est ça, d'accord. Oui. Bon, c'est donc l'essence, le milieu, etc. Donc, vous voyez cette formule en 8 caractères, c'est très fréquent d'ailleurs en chinois, les formules comme ça, avec une construction symétrique.
Et c'est là, à partir de ça, que l'éducation chinoise va justifier l'utilisation des langues étrangères. Cette distinction entre le ti et le yong permettait de distinguer ou d'opposer ce qui relevait de la culture chinoise. Alors vous disiez le corps, mais enfin bon, le soi, hein, l'identité, l'intérieur, et ce qui relevait de l'apport possible des étrangers et donc de l'utilitaire. C'est important parce que ça va ensuite caractériser les contenus de l'enseignement des langues étrangères en Chine, hein, cette vision-là. Et selon Cao, l'auteur de l'article que j'ai cité, la tension entre les deux, entre une vision essentialiste et une vision instrumentaliste de l'enseignement des langues, a depuis lors été au centre des débats, l'un ou l'autre prenant le dessus selon les époques. Soit c'est pour le ti, soit pour le yong. Le débat aujourd'hui est permanent entre ce que nous pourrions appeler une conception humaniste de l'enseignement des langues, qui prendrait en particulier comme domaine de prédilection la littérature, hein, et qui tirerait vers les ti, pas seulement le ti chinois, mais le ti des peuples qui parlent les langues qu'on enseigne. Donc une vision essentialiste et une vision plutôt utilitariste. En d'autres termes, le capital linguistique que constitue l'apprentissage des langues ou une langue étrangère, est-ce que ça relève du ti ou est-ce que ça relève du yong? Et c'est ici que l'apprentissage des langues, comme l'anglais par exemple, doit être... Enfin, on questionne, est-ce qu'il doit être à dimension plutôt culturelle ou à dimension plutôt économique? Gardez un coin de votre tête que quelques années après, on va rétrocéder, enfin les Britanniques vont rétrocéder Hong Kong à la Chine. Hong Kong était une ville bilingue chinois, mais chinois ça ne veut rien dire, parce que ce n'est pas le Putonghua, cantonais, disons, la langue du canton, et British, l'anglais britannique, et qu'est-ce que ça va devenir après la rétrocession? Je vais y revenir. Dans l'ouvrage dans lequel il y avait l'article que je citais tout à l'heure, il y en a un autre d'un linguiste australien, celui-ci, Lou Bianco, qui soulève une autre question tout à fait, enfin, également intéressante. Il souligne le fait que le passage de l'hégémonie britannique à l'hégémonie américaine au milieu du XXe siècle ne s'est pas accompagné d'un changement linguistique. Dans les deux cas, c'était l'anglais, hein, qui était la langue de promotion de l'Empire britannique, puis de l'expansionnisme américain. Mais ça s'est produit dans la même langue. Et il le dit de façon assez intéressante ou élégante. Hein. Vous l'avez devant vous, sous les yeux. Hein. Le passage de l'anglais sous l'Empire britannique atteint a été d'abord supplanté par le russe, hein, et puis ensuite on est passé à les rapports, toujours à travers l'anglais, les rapports avec les pays de l'impérialisme américain. Alors cette thèse peut paraître légèrement simplificatrice si l'on considère que l'hégémonie américaine n'a pas seulement remplacé une hégémonie britannique, en Chine, hein, je veux dire, mais plutôt qu'une hégémonie impérialiste américaine a remplacé plusieurs hégémonies coloniales, parmi lesquelles, enfin, outre l'Empire britannique, la française ou la portugaise. On parle souvent de Hong Kong qui était une possession britannique, mais il y a juste en face Macao qui était portugaise. Il y avait Taïwan. L'ancien nom de Taïwan, Formose, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce nom-là, Formose, c'est un mot portugais, hermosa, qui veut dire beauté. Formose avait été considéré par les navigateurs portugais comme une belle île, il l'avait appelé la Belle. Donc on a là différents impérialismes, enfin, ou colonialismes, mais quand même le texte de Bianco est efficace pour analyser ce qui s'est passé dans les anciens pays dominés par la Grande-Bretagne. Il esquisse, le Bianco, une séquence parallèle à celle que l'on trouve dans la thèse de Tai Tong Mei que j'ai tout à l'heure présentée, qui ne peut pas avoir lu. Hein. Son article
et a été publié un an avant la soutenance de thèse de la jeune femme en question. Donc, ça n'a aucun rapport. Et voici ce qu'il écrit, enfin, ce qu'il exprime. L'anglais qui disparaît de l'enseignement en Chine au début des années 50, c'était l'anglais de l'Empire britannique, ça c'est indiscutable. Et il va rester à Hong Kong jusqu'en 1989, 90, je ne sais plus. La rétrocession, enfin vous le savez peut-être, ouais, ça m'échappe là. L'anglais qui revient au milieu des années 60, après qu'on ait abandonné le russe, c'est la langue de l'économie américaine, puis de la mondialisation. Et de ce point de vue, on passe du British au Globish. Bon, vous connaissez tous cette appellation de Globish qui a pris possession du monde entier. Un petit détail, tenez. Il s'est passé un changement intéressant dans l'Union européenne. Vous savez que enfin, vous savez ou vous ne savez pas que les pays membres de l'Union européenne ont droit de donner une langue de leur langue nationale, mais langue nationale peut-être au pluriel, une seule langue comme langue de travail dans l'Union européenne. Par exemple, Malte a choisi le maltais et non pas l'anglais, alors que les deux ont une fonction officielle. Bon. Mais lorsque l'Union européenne a été créée, il y avait l'allemand, le français et l'italien comme langue principale de l'Union européenne. Puis deux pays anglophones ont adhéré à l'Union européenne, l'Irlande et la Grande-Bretagne. Bien. Il y avait donc deux pays qui avaient choisi l'anglais comme langue de travail. Et cet anglais a pris de plus en plus de place dans l'Union européenne. Puis, comme vous le savez, ça fait du bruit, il y a eu le Brexit. Et la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Mais en même temps, et quelques mois avant, l'Irlande, pour des raisons de politique intérieure, a abandonné l'anglais et a choisi comme langue de travail le gaélique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'anglais, qui est la langue dominante dans l'Union européenne, n'est la langue nationale ou officielle d'aucun des pays membres. Et donc, ça paraît paradoxal, mais il y a beaucoup de choses paradoxales dans les règlements européens, mais surtout, ça illustre très bien ce passage du Brexit, du British au Globish. Aujourd'hui, ce n'est plus l'anglais de l'Irlande ou de la Grande-Bretagne qui est langue de travail à parité avec l'allemand et le français, en gros. Dans l'Union européenne, c'est le Globish. Vous voyez, fin de parenthèse, si vous voulez. Mais pour revenir au... donc le Globish est du côté du Young, de ce qui est utile, alors que le British risquait de mettre à mal le Ti chinois, ce qui se passait à Hong Kong. Alors, pour revenir aux aléas de la politique chinoise, dans le domaine qui nous concerne, ça signifierait qu'on avait... je ne sais plus où j'en suis, excusez-moi. Voilà, non, c'est bien ça. Que l'anglais qui disparaissait en Chine au début des années 50, puis qui revient en force, n'est pas tout à fait le même, je viens de le dire, c'est la langue de l'Empire britannique qui dégage et c'est le Globish qui s'installe. On passe donc, pour ainsi dire, du British au Globish, et le Globish est évidemment du côté de Young. Ce qui expliquerait ce paradoxe un peu étonnant, qui voit l'un des plus grands pays du monde, la Chine, de surcroît se réclamant du communisme, faire une place privilégiée à la langue du plus grand des pays capitalistes du monde. On peut supposer ça, y réfléchir, ça peut durer longtemps, et on risque bien de ne pas trouver de réponse logique à ce contraste. Mais puisque tout à l'heure je vous dis que Ye Hongkao parlait beaucoup de Bourdieu, je voudrais revenir à Bourdieu et à la notion de marché aux langues, et considérer que dans le domaine de l'enseignement des langues étrangères, il y a bien une offre, ce que les différents pays proposent. Alors, il y a certains pays dans lesquels on propose d'élèves 2 ou 3 langues, il y en a d'autres, en France, on propose 21 ou 22 langues étrangères au choix, comme première ou deuxième langue. Donc, ce qu'ils proposent, et puis, en face de ça, ce que les gens veulent, la demande des parents d'élèves, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi le coût et le bénéfice
de cette situation d'offre et de demande. Vous voyez, il y a la balance offre-demande et il y a le coût et le bénéfice. Alors, le coût, ça concerne deux choses. Ça concerne la formation des enseignants, puis celle des apprenants. Hein, les cours qu'on fait, il faut payer les profs. D'abord, il faut les former, puis il faut les payer. Et plus une langue est proposée, plus il faut former de professeurs, donc plus le coût monte. Et le bénéfice, c'est la plus-value que donnerait la connaissance de telle ou telle langue dans la vie professionnelle ou aux yeux de la géopolitique du pays. En arrivant ce matin dans la pièce d'à côté, j'ai vu qu'il y avait écrit « Bienvenue » en 7 ou 8 langues. Alors, il y avait le français en tête. À partir du troisième, il y avait l'anglais peut-être, il y avait le chinois, il y avait l'arabe, etc., etc. Il y avait même une langue, j'ai vu, du Congo-Brazzaville, hein, le lingala. Mais la deuxième, c'était, je suppose, la langue des gens qui tout à l'heure nous ont présenté une cérémonie indigène. Cette langue-là, elle n'est pas proposée, à ma connaissance, dans l'enseignement secondaire au Canada. Est-ce qu'on peut me contredire là-dessus? Hein, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire qu'on a comme ça, par exemple, un pays comme le Brésil, où je vais souvent enseigner, il y a beaucoup de langues indiennes ou indigènes. Le mot français indigène peut paraître péjoratif, alors que les Espagnols, les Indiens espagnols ou portugais préfèrent qu'on les appelle indígenas et non pas indios. Bon, peu importe. Il y a beaucoup de langues, mais ces langues sont parlées actuellement par 0,5% de la population du Brésil. 200 millions de Brésiliens, il y en a 0,5% qui parlent une des langues indiennes, disons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Portugais, quand ils sont arrivés, ils ont massacré les Indiens. Et maintenant, on leur fait un piédestal, il y a des tas d'actions pour sauver leur culture, mais leurs langues ne sont pas enseignées à l'école brésilienne. On enseigne dans les écoles brésiliennes l'anglais, l'espagnol et le français, quoi, essentiellement. Je vais tout à l'heure y revenir. Donc c'est pareil ici, hein. C'est-à-dire que le bénéfice supposé de la connaissance d'une langue fait qu'on ne va pas enseigner dans les écoles du Canada les langues indigènes. Il y a une expression britannique qui dit « put that in your pipe and smoke it ». Vous connaissez cette expression, non? Oui. Vous vous débrouillez avec ça, hein? Il y a une sorte de paradoxe, de situation qui peut paraître insupportable ou qui peut donner bonne conscience, je ne sais pas. Hein? Alors, parler de coût et de bénéfice, ça nous pousse aussi à raisonner en termes de balance commerciale. Il y a des pays comme la Suède, la Norvège, la Grèce, par exemple, qui n'exportent pratiquement pas leur langue. Il y a très peu dans les pays du monde d'enseignement comme langue étrangère du norvégien, du suédois, du grec moderne, je veux dire, hein, etc. Il y a d'autres pays qui importent alors beaucoup leur langue, pays essentiellement anglophones, puis francophones et hispanophones essentiellement. Et tout cela fait que ces pays ont soit une balance négative, ceux que j'ai cités, la Grèce ou la Norvège. Hein. Ils importent beaucoup d'anglais, un peu d'allemand, un peu de français, mais ils n'exportent pas leur langue. Il y a des balances à peu près équilibrées. On peut dire que les pays hispanophones et francophones exportent de l'anglais ou du français et exportent de l'anglais, de l'espagnol ou du français et importent de l'anglais. Et puis ça peut être tout à fait déséquilibré. Il y a des pays qui n'exportent nullement leur langue et qui importent des tas de langues qui sont, du point de vue du bénéfice, plus importantes. Donc l'idée de marché aux langues, ce n'est pas seulement métaphorique. Sur ce marché aux langues, les langues s'évaluent ou se dévaluent. Comme on parle à la bourse, hein, de dévaluation d'une action, où elle s'évalue, elle prend de la valeur, ou comme on dit ça pour les monnaies aussi. Et je voudrais illustrer cette affirmation, ce que je viens de dire, en prenant très très vite un petit exemple d'un petit pays européen, le Luxembourg, petit au sens géographique, hein, de dimension, dans lequel vous avez une langue nationale, le luxembourgeois, et deux langues administratives, l'allemand et le français. C'est-à-dire qu'au Luxembourg, on enseigne 3 langues, dès l'école primaire.
Et ce qui est intéressant d'ailleurs sur le plan pédagogique, c'est qu'on change les matières chaque année. Par exemple, on peut faire de la géographie, là j'invente, hein, c'est pas de la géographie en luxembourgeois et des mathématiques en français ou en allemand. Mais la deuxième année, on peut passer pour la géographie au français ou à l'allemand, vous voyez. Et donc, pendant les 4 ou 5 ans d'école primaire, les enfants ont l'habitude de s'exprimer dans ces 3 langues-là, et pas seulement pour dire bonjour, au revoir, pour faire des mathématiques, faire de l'histoire, de la géographie, etc. Et puis ensuite vient l'anglais, bien sûr, dans l'enseignement secondaire. Ça, c'est la situation de l'enseignement. Mais il y a une survaluation enfin, de la langue identitaire, nationale, le luxembourgeois, qui fait que, par exemple, dans les contrats de travail des étrangers, il faut vous dire que chaque jour, il y a 45 000 Français vivant en Lorraine qui passent la frontière de Luxembourg et qui reviennent le soir. Ils travaillent là-bas. Bon. Ces gens-là, dans leur contrat de travail, on indique qu'il faut une bonne connaissance du luxembourgeois. Alors, ça dépend du travail qu'ils font, bien sûr. Hein. Si les infirmiers ou les infirmières, par exemple, on leur demande plus de connaissances du luxembourgeois que les gens qui travaillent sur dans la construction, enfin des travaux publics. Et je vais prendre un exemple récent, il y a 1 an, une serveuse qui travaillait dans un établissement qui recevait des personnes âgées a été licenciée parce qu'elle ne parlait pas assez bien le luxembourgeois. Elle a porté plainte devant la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg et en avril 19, elle a été déboutée. Et voilà en fait ce qu'il y a derrière ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez le système des Européens de l'évaluation de la connaissance des langues. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Vous connaissez ça? Non. Ça s'appelle le cadre européen de référence. Et l'ensemble des pays européens, dans leur programme, ils indiquent quel est le niveau que les élèves doivent avoir à la fin d'1 an ou de 2 ans ou de 3 ans d'enseignement d'une langue. Alors le niveau 1, c'est le plus bas, hein, savoir dire bonjour, dire où on habite, demander des renseignements. Et puis le niveau C2, c'est le ABC, oui. C'est le niveau des natifs, en gros. Hein. Or, ceci, c'est un cadre qui est utilisé dans l'administration du Luxembourg et on distingue entre 3 catégories, la catégorie A, B, C, des fonctions proposées dans l'administration. Et pour la catégorie A, par exemple, il faut avoir pour la première langue, le luxembourgeois, le niveau C1, pour la seconde, le niveau B2, pour la troisième, le niveau B1. Pour la 3e catégorie C, on a juste le niveau B1 pour la première langue, A2 et A1. Vous voyez que ce n'est pas le même niveau de compétence, mais bien évidemment, ces 3 catégories A, B et C correspondent à des types d'emplois, à des types de contrats et donc à des salaires différents. Vous voyez bien qu'il y a, quand je parle de marché aux langues, là il est évident, hein, et de bénéfices, coût-bénéfice. Si on veut vraiment réussir, 45% des gens qui ont un salaire au Luxembourg viennent de l'extérieur, hein, de Belgique, d'Allemagne ou de France. Bon. Mais si on veut s'insérer dans l'économie locale à un niveau financièrement suffisant ou intéressant, il faut apprendre ces langues-là avec le niveau qui est ici. Ce qui constitue un bel exemple de valeur marchande des langues. Donc, il faut distinguer la fonction identitaire des langues, pour les langues régionales, par exemple, minoritaires, ou les langues ancestrales. Alors, langue régionale, bon, je viens d'un pays qui s'appelle la France, dans lequel il y a des langues comme le breton, le catalan, l'alsacien, bon, etc., hein, qui sont des langues régionales. Minoritaires, ça peut recouvrer les langues régionales, mais pas toujours. Par exemple, il y a des langues qui n'ont pas de territoire. On a en France aussi beaucoup de gens qui parlent le romani, c'est-à-dire la langue des gitans, hein, et qui, eux, ne correspondent pas à une région. Hein. Et puis les langues ancestrales, c'est peut-être le cas de ce que vous connaissez au Canada. Hein. Donc il y a cette fonction-là des langues. Pour rester dans le domaine français, on peut imaginer que les Corses réclament que leur langue soit enseignée à l'école. Ils le réclament d'ailleurs, hein, à côté du français.
Mais il est bien évident que ça n'est pas la connaissance du corse qui va leur permettre de suivre des études supérieures, d'aller dans des grandes écoles, de faire des affaires à l'étranger. Donc là, on est vraiment dans la fonction identitaire. Et la fonction utilitaire, c'est le yang chinois, c'est du côté des projets professionnels, du commerce, des relations internationales, etc. Et donc ça nous ramène encore une fois au Ti et au Yang. Alors, prenons maintenant une autre forme d'évaluation de ce que j'appelle le poids des langues, celui de leur place dans l'enseignement supérieur. Alors là, je vais peut-être passer pas mal de choses parce que j'ai un frère qui est plutôt ingénieur, qui est ingénieur. Moi, je suis d'origine mathématique, sien, mais je suis passé à la linguistique. Et on a fait, depuis 10 ans, un baromètre des langues du monde. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, vous tapez sur Google baromètre des langues ou baromètre Calvé, vous tombez dessus. Bon. Il y en a eu. Alors, donc, on a des tas de facteurs qu'on présente, un traitement statistique du comportement des langues par rapport à ces facteurs, et ça donne un classement des langues. On en a fait jusqu'ici 3 en 2010, 2012 et 2017, 3 versions différentes, en ajoutant chaque fois des nouveaux facteurs. Et on met en ligne très prochainement une 4e version en ajoutant un 13e facteur. Bon. Mais l'un de ces facteurs, c'est l'enseignement des langues dans les universités dans le monde entier. Quelles sont les langues enseignées dans les universités? Université parce qu'il est pratiquement impossible, il nous a été impossible, nous, de savoir quelles langues on enseignait dans l'enseignement secondaire dans les pays du monde entier. Alors que pour les universités, elles ont toutes des sites, et ces sites, en général, il y a une version dans une langue qu'on sait lire. Même si c'est en Finlande, il y a une version en anglais, ailleurs c'est en français, en espagnol, etc. Donc on a, là-dessus je vais passer très vite, mais enfin, on a pris pour les pays ayant moins de 100 universités, 10% de ces universités. Pour les pays qui ont plus de 10 universités, on a pris plus de 100, on a pris 10 universités. Et on a choisi ces universités dans celles qui étaient classées, il y a beaucoup de classements dans le monde des universités, qui étaient classées comme les meilleures pour l'enseignement des langues modernes. Le résultat, alors en même temps, et c'est important, on ne prend pas en compte, bien sûr, puisqu'il s'agit de langues étrangères, on ne prend pas en compte la langue du pays. Par exemple, quand je prends les universités américaines, je ne prends pas en compte l'enseignement de l'anglais. Quand je prends dans les pays francophones, France, Belgique ou les pays ex-colonies françaises, on ne prend pas le français. On prend les autres langues étrangères ou les langues locales. Bon. Et ceci nous a mené à 913 universités dans le monde entier. Donc vous voyez, il y en a 61 en Afrique, 120 en Amérique du Nord, dans le Pacifique 34, non, excusez-moi, je lis, il y a 2 tableaux différents. 66 en Amérique du Nord, 141 en Amérique latine, en Asie 179, dans le monde entier 913, vous voyez. Et là, on a pris l'ensemble des langues, donc on a un classement de la langue la plus enseignée à la langue la moins enseignée. Et vous allez voir ce que ça donne dans la traduction graphique que j'en ai proposée. Ça, c'est les langues enseignées dans le monde entier. Vous arrivez à lire, là? Je vous lis ce qui est écrit à droite, si vous voulez. L'anglais est enseigné dans le monde entier. Donc, 97% des universités, le français dans 75%, l'espagnol dans 51%, l'italien dans 41%. La place de l'italien est assez étonnante, mais elle est sans doute liée à l'enseignement artistique, à l'archéologie ou l'architecture, etc. Le russe, 39%, le chinois, 38%, le japonais, 35%. Mais vous avez tout à fait en bas, si j'y arrive, mon fil est coincé, voilà. Ici, là, vous avez l'indonésien qui est enseigné dans 5% des universités du monde. Voilà le tableau mondial. Mais on en a fait des sous-classements. Par exemple, ici, c'est la zone Pacifique. Alors, l'anglais, 100%.
Le japonais monte subitement, vous voyez, comme le chinois d'ailleurs, qui est juste derrière le français et l'espagnol. Et il y a moins de langues présentes. La moins enseignée, c'est le tagalog ici. Et là, vous avez l'arabe dans 15% des universités. Ce que je présente là à droite, c'est cette partie du tableau, hein, c'est-à-dire les 5 premières langues. Ça, c'est pour le Pacifique. Si je prends la zone asiatique, alors là, vous avez l'anglais toujours en tête, français, allemand, japonais, chinois qui montent fort, et le coréen derrière. Donc là, on est dans un système presque géographique ou géopolitique. On apprend la langue des voisins, des pays les plus proches, mais pour des raisons de géopolitique ou des raisons de commerce. Puis l'Europe. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que les premières langues sont les 1, 2, 3, 4, les 5 premières langues sont des langues européennes. Arrive le russe, alors est-ce que le russe est une langue européenne ou pas, mais enfin, et puis le chinois arrive en 6e position, l'arabe, le portugais, le japonais. Donc vous voyez cette déclinaison régionale, je vais la poursuivre. Ça c'est l'Amérique latine et les Antilles. Vous avez donc l'anglais toujours, l'espagnol qui monte en force, le français derrière, allemand et italien, et puis chinois, japonais, portugais qui sont... Le portugais est mal placé, hein, il devrait être plus haut. Une petite erreur. Le portugais est ici en dernière position alors qu'il devrait être ici. Il faut comprendre par exemple que dans un pays, enfin les pays membres du Mercosur, vous connaissez le Mercosur, le marché commun, alors Sur si on parle espagnol et Mercosul si on parle portugais, hein. Dans ces pays-là, il y a une convention qui fait qu'on doit enseigner dans les pays membres du Mercosur la langue des autres pays membres. C'est-à-dire qu'au Brésil, on doit enseigner l'espagnol et qu'en Argentine, au Paraguay, en Uruguay et au Chili, oui, on doit enseigner le portugais. Et donc, le français, qui était une langue importante en Amérique latine, est nécessairement en 3e position puisque l'anglais est quasiment obligatoire. C'est-à-dire qu'au Brésil, on enseigne de toute façon l'anglais. On devrait enseigner l'espagnol, qui est la langue des autres pays du Mercosur, et le français, bon, est un peu coincé. Les professeurs de français, d'ailleurs, s'inquiètent un peu de leur avenir. Je continue très vite ce tour du monde. En Afrique, alors anglais, français, allemand, vous avez en tête les 4 ou 5 langues jusqu'à l'espagnol qui sont des langues coloniales. L'anglais et le français sont évidemment ont été des langues coloniales en Afrique. L'allemand l'a été jusqu'en 1918. Ensuite, on a dépecé l'empire britannique, l'empire allemand en Afrique entre la France et l'Angleterre. L'arabe est le premier pays colonisateur de l'Afrique, enfin du Maghreb, je veux dire. Hein. Et puis l'espagnol, il y a une petite 2 ou 3 pays, la Guinée équatoriale. Bon. Et puis arrive derrière chinois, swahili et portugais, ça c'est pour l'Afrique. Vous remarquerez que, alors tout à fait à gauche du tableau par ici, hein, là je suis, voilà, la première langue africaine qui apparaît, ici c'est le swahili, 11%. Le swahili est une langue extrêmement parlée en Afrique, extrêmement importante. C'est la seule langue africaine qui soit langue officielle de l'Union européenne, de l'Union africaine. Et vous avez l'anglais, le français, le portugais, 3 langues coloniales, et le swahili. Et puis ensuite, vous avez le Haoussa, le Xhosa, une langue d'Afrique du Sud, l'Akan, le Yoruba, mais aussi l'hébreu ou le russe. Vous voyez, bon, les langues africaines ne sont pas présentes, quoi, en gros. Elles ne sont pas du tout dans le peloton de tête des langues enseignées. Et en Amérique du Nord, alors là, ça devient plus intéressant. Vous voyez bien sûr que le français est en tête, puisque l'anglais n'est pas compté. Hein, on ne compte pas l'anglais pour le Canada et pour les États-Unis, c'est normal. Donc l'espagnol vient juste derrière, l'allemand. Le chinois monte beaucoup, ici. Japonais, italien, portugais, arabe, hébreu. Mais encore une fois, pas de langues indiennes. Ni aux États-Unis, ni au Canada. Même en cherchant bien, hein, attendez, là je suis allé trop loin. En cherchant bien par ici, hein, vous avez le bengali, le haoussa, l'ouzbek, le telougou, le xhosa, le slovène, l'igbo, mais je vois le tibétain, le norvégien, 14% quand même, mais absolument pas la moindre langue autochtone ou indigène. Là, je n'ai pris que des critères géographiques, mais on peut aussi voir des critères idéologiques ou religieux.
Voici par exemple les pays musulmans, qui est un autre monde, hein, il n'est pas géographique celui-ci. Et vous voyez que en tête, vous avez l'anglais et le français, encore une fois des langues coloniales. L'arabe, évidemment. Alors l'arabe, c'est dans les pays comme la Turquie ou comme le Pakistan, hein, ou comme l'Indonésie, puisqu'on ne prend pas la langue officielle du pays considéré. Et puis derrière, allemand, espagnol, russe, farsi, encore une fois, c'est le persan, hein, qui est une langue d'un pays musulman, mais non arabophone. Et le chinois arrive assez loin. Le turc, il est là comme langue d'un pays musulman, ou le japonais. Si nous revenons aux relations entre la Chine et le Canada, c'est notre Canada francophone, c'est notre sujet ici, et plus largement encore entre la Chine et les langues étrangères, je voudrais vous signaler qu'on prépare, mais peut-être que dans certaines interventions ce soir ou demain on en parlera, on prépare actuellement en Chine une série de manuels dans différentes langues, sous le même titre. En français, c'est « Comprendre la Chine contemporaine », mais ça existe dans une dizaine de langues. Là, j'ai mis les noms en anglais, en espagnol, en allemand. Et ces manuels, voici par exemple la Chine contemporaine, cours de traduction chinois-français. J'ai comme ça quelques couvertures, ou encore celle-ci, toujours en français, cours de compréhension et d'expression décrite en français. Là, c'est pour le français, je vais vous en montrer d'autres, mais le plan du bouquin est toujours le même. Il y a un cahier des charges pour les auteurs qui doivent répondre à certaines demandes des autorités chinoises, éducatives, disons. Hein. La Chine contemporaine, apprendre à parler en public, cours d'expression orale en français, et puis là, voilà, en anglais, en portugais, ici en russe et en arabe. Vous voyez la même couverture et le même plan. C'est-à-dire qu'il y a 4 livres, toujours, par méthode. L'un qui porte sur la compréhension et l'expression écrite, l'autre sur la traduction, l'autre, apprendre à parler en public, et un niveau avancé. Et voici un extrait, il faut que je finisse moi, voici un extrait des directives données aux auteurs. Ça, c'est traduit des Chinois, donc. Hein. Il faut aider les étudiants, donc des Chinois. Là, ce sont des Chinois qui apprennent les langues étrangères. Il faut aider les étudiants à utiliser la théorie chinoise pour interpréter la pratique chinoise et améliorer leur capacité à raconter des histoires chinoises dans plusieurs langues, pour qu'ils deviennent des talents internationaux en langue étrangère de la nouvelle ère. Ceci, c'est sans doute la politique linguistique de la Chine pour les années à venir. Encore une fois, il y a une quinzaine de langues là. Mais un des auteurs m'a écrit ceci: on veut apprendre aux étudiants chinois à parler en anglais, allemand, français, etc., de la Chine et de la pensée Xi Jinping. Je lui ai répondu, il s'est fâché, vous revenez au petit livre rouge, à la pensée Mao, hein, ce qui était à la mode il y a 40-50 ans. Mais voilà, on veut que les jeunes Chinois peuvent, entre autres choses, parlant de la Chine dans des langues qu'ils apprennent, parler de la pensée. Alors, j'espère pour les auteurs, parce que dans très peu de temps, c'est la semaine prochaine, hein, le 16 octobre, il y a une réunion du comité central du Parti communiste chinois qui va réélire ou pas Xi Jinping à son poste pour la 3e fois. J'espère pour eux qu'il sera réélu, parce que sinon, ces auteurs vont devoir foutre à la poubelle les bouquins qu'ils ont préparés pour passer à autre chose que la pensée Xi Jinping. Ça, c'est une méchanceté de Calvé. Mais redevenons sérieux. Hein. Nous avons donc vu que la politique linguistique en matière d'enseignement des langues étrangères, elle est liée à la géopolitique. Deuxièmement, je prends un exemple français, parce que quand je parle de géopolitique, ceci c'est la liste, enfin la date de la création en France des concours de recrutement ici de langues étrangères pour l'enseignement secondaire. Il y a 2 concours, l'agrégation ou le CAPES. Je vous les commente très vite comme ça, parce que vous voyez qu'en 1948, on a créé les agrégations d'allemand et d'anglais. Ça veut dire qu'on introduit à cette époque-là l'enseignement des langues étrangères, hein, en France. Avant, on enseignait les langues anciennes, le latin, le grec,
hein, parfois le sanskrit ou l'arabe classique, hein, dans les grandes écoles. Mais là, bon, dans l'enseignement secondaire, en 1948, on introduit 2 langues. En 1900, on introduit 2 autres langues, l'espagnol et l'italien. J'ai lu les textes ministériels qui instituaient ces concours. C'est très clair, ils disent, pour l'allemand et l'anglais, puis pour l'espagnol et l'italien, il s'agit de favoriser les relations commerciales avec nos pays voisins. Et si vous voyez la carte de la France, vous voyez l'Allemagne d'un côté, bon, l'Angleterre, il faut faire un petit saut par-dessus la Manche, l'Italie et l'Espagne, ce sont les pays immédiatement frontaliers. Et puis, vous avez l'arabe qui arrive en 1906. Alors là, ça peut surprendre, mais pas du tout. L'arabe, c'est pour l'Algérie. L'Algérie était considérée comme un département français. Pas, le Maroc et la Tunisie étaient les protectorats, hein, mais l'Algérie est un département français. Et donc, c'est pour l'enseignement de l'arabe dans les lycées en Algérie. Beaucoup plus tard, en 1938, arrive une agrégation qui a disparu, qui s'appelait de langue slave. Alors, derrière la langue slave, on mettait bien sûr le russe, mais aussi le polonais, le tchèque, bon, le serbo-croate ou le serbe-croate, etc. C'est en 1945, après la guerre, alors que l'URSS est donc dans l'ensemble des pays vainqueurs, hein, qui est présente à Yalta lorsqu'on décide, on décide du partage du monde européen, que apparaît en France la création de russe. En 1966, 2 ans après que le général de Gaulle ait reconnu la Chine, vous vous souvenez, puisque jusqu'en 1964, c'était Taïwan qui siégeait à l'ONU et la Chine arrive à ce moment-là. Bon, de Gaulle reconnaît et on introduit le chinois sous forme de CAPES là, dans l'enseignement secondaire. Puis arrive le portugais, le néerlandais. Bon. Ensuite, la politique de la France, à part des choix comme l'hébreu ou le japonais, qui sont des choix politiques, la politique de la France a été de mettre dans l'enseignement secondaire toutes les langues de l'Europe, reconnues en Europe. D'ailleurs, ils ont fait une erreur, c'est qu'ils ont introduit le norvégien. Alors, il y avait un lycée qui enseignait le norvégien en France dans l'enseignement secondaire, avant que un référendum qui s'est tenu en Norvège refuse l'adhésion du pays à l'Union européenne. Donc là, vous avez la démonstration évidente des liens. C'est à la fois plus petit mais plus riche, parce qu'il y a beaucoup plus de langues que le cas chinois, hein, des liens entre le choix des langues enseignées et la géopolitique. Je reviens à mes conclusions. On a vu que la politique linguistique en matière d'enseignement était liée à la géopolitique. Hein, c'est le principe qui était exprimé ici. Je vois, il y a des gens qui prenaient des photos. Le plus simple, c'est que je laisse mon PowerPoint à Samira, et puis ceux qui veulent mon PowerPoint l'auront. Hein, c'est beaucoup plus simple. Ne vous cassez pas la tête à prendre des photos qui ne seront pas bonnes, d'ailleurs, ou pas très bonnes. Donc, et toujours dans mes conclusions, que pour l'anglais, on a assisté à ce passage. Je pense que c'est important, hein, de l'English au Globish. Voilà, en gros, ce que... Alors, je voudrais ajouter une chose. Chaque fois que je suis allé au Japon, je suis allé souvent d'ailleurs, enfin moins qu'en Chine, mais souvent, je me suis rendu compte que les professeurs de français que je rencontrais au Japon étaient tous des spécialistes d'un auteur. Ça pouvait être Mallarmé, ça pouvait être San Antonio, hein, mais ils avaient tous une spécialité. En général, c'est un écrivain. Et en Chine, c'est très rare. J'ai surtout rencontré des gens qui sont spécialistes d'interculturel, par exemple, qui connaissent une langue bien, très bien même, mais qui sont rarement spécialistes de Malraux ou de Stendhal ou de Flaubert. Voilà, c'est 2 choses très différentes. Ce qui signifierait, pour revenir et pour finir maintenant, qu'on a assisté en Chine à une yongisation, si je puis dire, j'invente un mot là, hein, pas de yong chinois, à une yongisation de la langue étrangère. Alors il faudrait réfléchir, mais pas maintenant, nous tous ailleurs, réfléchir pour savoir si ce n'est pas le cas partout. Est-ce qu'on apprend maintenant des langues étrangères pour le yong, pour leur utilité, ou pour leur culture? De toute façon, ciao, merci. Je vous laisse là. Oui. Oui, mais restez avec nous pendant le congrès. On a reçu beaucoup de questions. Alors, merci beaucoup, M. Calvet,
pour cette très belle présentation. On a appris beaucoup de choses. Le Ti et le Young, on le vit ici et même au Canada. Donc, on apprend des langues pour le côté utilitaire, le Young, mais on est quand même habité de notre langue, le Ti. C'est notre identité, notre culture. Et ça se vit ailleurs dans le monde. Donc, on fait quand même des parallèles qui sont très intéressants. Alors, c'est vraiment un coup d'envoi magistral que nous donne M. Calvet. Et puis, nous allons prendre une pause donc à midi. Il est pratiquement midi, 12 heures, heure avancée de l'Atlantique ici. Alors, les gens qui sont en présentiel, nous vous invitons à prendre le repas jusqu'à 13 heures. Par la suite, nous aurons le retour des sessions. Nous aurons quatre thématiques, 4 directions. Et les rencontres se feront au 5e étage. Alors, je vous invite à consulter le programme. Sinon, il y a aussi le programme qui est tout juste à l'extérieur ici, en format géant. Vous allez voir les lettres P et V en rouge. P, c'est en présentiel et V, c'est en virtuel. Mais vous allez tous dans les salles. Alors, les présentateurs sont soit en présentiel ou en mode distanciel ou le V pour virtuel. Il y aura une pause à 14h30 et nous allons clôturer à 16h30 pour, par la suite, avoir notre dîner-spectacle qui aura lieu à partir de 18h ici même dans la salle en présentiel et nous allons également le projeter en distanciel. Alors, ceci conclut la matinée, si vous voulez, et c'est le repas et par la suite à 13h au 5e étage. Merci et bonne journée.